Bonjour à toutes et à tous. Promis, je vais rester au pupitre, je vais arrêter un peu. Madame la directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, chère Marguerite Cazeneuve, Madame la directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de la Haute Autorité de Santé, chère Amélie Lancio, chers collègues, chers amis, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. En préambule, je tiens à préciser, comme le demande la réglementation aujourd'hui, que je n'ai pas d'autres liens d'intérêt que ceux d'être médecin généraliste en activité, enseignant-chercheur à l'UVSQ, membre du COVARS et président du CNGE. Et puisqu'il est question ici de qualité et de lien d'intérêt, je souhaiterais vous rappeler les principaux résultats d'un article publié dans le BMJ en 2019, issu d'un travail porté par le docteur Bruno Goupil et le département universitaire de médecine générale de Rennes. Cette étude concluait que par rapport aux médecins généralistes ayant reçu des avantages de la part de l'industrie pharmaceutique, ceux n'en ayant reçu aucun avaient en moyenne des prescriptions moins coûteuses, avec notamment plusieurs indicateurs témoignant d'une meilleure efficience, une tendance à prescrire moins fréquemment des médicaments dont la balance bénéfice-risque est contestée, comme les vasodilatateurs ou les benzodiazépines de longue durée d'action. Et les analyses complémentaires de cette étude suggéraient même une relation dose-effet entre le montant des avantages reçus et les indicateurs cités. Je profite donc de l'occasion qui m'est offerte par cette grande plénière pour vous annoncer, non pas mes indicateurs d'efficience issus de la ROSP, rassurez-vous, mais que grâce à vous, grâce au comité d'organisation et à la FRACOMEJ et grâce à nos nombreux partenaires, nous avons pu, en cette date anniversaire symbolique, permettre au Congrès d'être totalement indépendant de l'industrie pharmaceutique cette année. Je pourrais continuer à évoquer longtemps l'impact des conflits d'intérêts sur la qualité des soins, la littérature scientifique étant particulièrement riche sur le sujet, mais je souhaite, dans le temps qui m'est imparti, essayer d'élargir le débat afin de mettre en perspective la dynamique universitaire de notre spécialité et la question de la qualité. Marc Chanelière l'a fort justement rappelé, la qualité des soins doit s'appréhender à travers différentes dimensions, l'accessibilité, l'équité, l'efficacité, la sécurité, l'efficience ou encore la justesse. Pourtant, en préparant cette plénière, j'ai été frappé par le peu de littérature scientifique s'intéressant à la qualité en médecine générale jusqu'aux années 2000. 3 raisons peuvent au moins en partie expliquer ce manque. Tout d'abord, l'absence de données. La recherche en soins primaires était à la fin du XXe siècle, en France, embryonnaire pour ne pas dire quasiment inexistante, et il était particulièrement difficile d'avancer sur un sujet en l'absence de données. Ensuite, compte tenu de la démographie médicale de l'époque, la question de l'accès aux soins était loin d'être aussi prégnante qu'aujourd'hui. Et très peu de travaux s'intéressaient alors à cette dimension de la qualité, devenue aujourd'hui capitale. Enfin, parce que pendant de nombreuses années, la qualité était en France parfois confondue avec l'excellence. Et l'excellence, c'était le CHU. La médecine générale était alors au mieux une discipline d'exercice, sans fondement théorique, sans enseignement spécifique, sans recherche, dans une situation d'exclusion du mouvement universitaire. L'objectif historique des études médicales depuis Napoléon était de dégager une élite, plutôt que de former à l'excellence l'ensemble des apprenants. J'en veux pour preuve ces quelques lignes écrites par le syndicat autonome des enseignants de médecine dans les années 1970 qui défendait, je cite, « un apprentissage dont ne peut tirer pleinement profit que le petit nombre d'élus qui possèdent les qualités initiales requises. Cela suppose que les futurs médecins soient soumis à des épreuves supposées attester de leur haute disposition intellectuelle et morale afin de distinguer les élus du troupeau, du flot ou de la masse des postulants, comme le fait le concours de l'internat depuis sa création au début du XIXe siècle. Le flot, la masse, le troupeau, c'était nous. Les recommandations de bonne pratique nous concernant étaient alors écrites exclusivement ou quasi exclusivement par d'autres spécialistes, généralement universitaires, et devaient s'imposer aux généralistes. L'absence de co-construction rendait souvent assez inopérantes ces recommandations, mais les pouvoirs publics s'acharnaient alors à vouloir les faire appliquer, parfois maladroitement.
Je rappelle par exemple l'épisode des références médicales opposables, les fameuses RMO, émises par l'ANAS, ancêtre de la HAS en 1997. Ces RMO avaient pour objectif de contrôler les dépenses de santé et en premier lieu les médecins généralistes estimés responsables de prescriptions inadaptées, choix du bâton plutôt que de la carotte. Le non-respect des RMO pouvait aboutir à des sanctions financières. Nous étions alors, dans cet ancien monde, enfermés dans un système où il était structurellement particulièrement complexe de définir ensemble les objectifs à atteindre. Et nous risquions de rester coincés dans ce cercle vicieux tant que les médecins généralistes, faute de réelle existence disciplinaire, demeuraient perçus comme de simples exécutants du soin, illégitimes à co-construire les critères de qualité de leur propre exercice. Il aura fallu de multiples rapports et travaux, l'influence de l'Organisation mondiale de la santé, des structures européennes, des militants de la médecine générale et de quelques décideurs publics éclairés afin de briser ce cercle et de reconnaître la médecine générale comme une réelle spécialité. Je ne vais pas revenir sur les dates historiques évoquées lors de la cérémonie d'ouverture, mais je voudrais quand même remercier aujourd'hui, pour les 40 ans du CNGE, toutes celles et tous ceux qui ont inlassablement œuvré en vue de cette reconnaissance. Et puisque je ne pourrai pas tous et tous les citer, permettez-moi au moins de témoigner de toute ma gratitude à l'ensemble des membres du conseil d'administration et des bureaux respectifs du CNGE, et notamment à ceux qui ont eu l'honneur de les diriger, les professeurs Jean de Butler, premier président du CNGE, François Becqueret, qui lui a succédé, Albert Hersec, Bernard Guay, Pierre-Louis Druet et Vincent Renard. Merci. Merci à tous d'avoir su transformer tant d'envie de croire en victoire. Ces victoires sont d'autant plus belles lorsqu'elles sont partagées. Et j'ai notamment en mémoire la participation du professeur Dominique Le Guludec, qui fut en 2019 la première présidente de la Haute Autorité de Santé à participer au congrès du CNGE. Elle avait su saisir les enjeux de notre construction disciplinaire et beaucoup œuvré pour intégrer les généralistes, notamment universitaires, dans l'élaboration des recommandations. Nous avons encore une marge de progression, mais force est de constater que la qualité et l'applicabilité de ces dernières s'est grandement améliorée. Et s'il fallait vous en convaincre, je vous invite à assister à nos 2 sessions partenaires lors du congrès, autour de l'épaule douloureuse, ainsi que sur le repérage de la consommation d'alcool. Je nourris l'espoir que cette dynamique se prolonge et s'accélère avec la nouvelle direction. Nous avons des propositions très concrètes à vous faire, notamment sur la manière dont l'investissement des jeunes universitaires auprès de la Haute Autorité de Santé pourrait être valorisé. Nous espérons également qu'un jour enfin, certains symboles évolueront. Jamais, par exemple, un médecin généraliste n'a été nommé parmi les collégiens de la Haute Autorité de Santé. Je ne doute pas qu'un jour, une telle nomination adviendra naturellement, tant le chemin parcouru ces dernières années a été conséquent. Car au-delà du lien avec la HAS, et malgré les difficultés liées à la démographie médicale, la place de la médecine générale dans le système de santé s'est nettement améliorée depuis 20 ans. Ce renforcement est particulièrement important pour la qualité des soins. L'Organisation mondiale de la santé nous rappelait en 2018, je cite, « Renforcer les soins de santé primaire est l'approche la plus complète, efficace et économiquement rationnelle pour améliorer la santé physique et mentale des populations ainsi que leur bien-être social. Les soins de santé primaire sont la pierre angulaire d'un système de santé durable dans l'optique d'une couverture sanitaire universelle. » La dynamique universitaire, aussi importante fût-elle, n'est évidemment pas la seule à avoir permis ces avancées. La reconnaissance du statut de médecin traitant en 2004 a constitué un jalon capital en France, permettant d'améliorer la structuration des parcours de soins. La dynamique de regroupement professionnel et de travail collectif au sein des structures de groupe a permis de décloisonner et semble améliorer la qualité de prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ou polypathologiques. Le développement des CPTS et des assistants médicaux sont également des éléments qui nous semblent aller dans le bon sens. Et portés par un vent d'optimisme, nous ne doutons pas que la réouverture des négociations conventionnelles permettra de trouver un accord qui valorisera de manière plus équitable l'ensemble des spécialités médicales. Les négociations conventionnelles, bien que pouvant impacter la qualité des soins, ne relèvent pas du champ universitaire. Je ne m'aventurerai pas plus sur ce terrain.
Car si les éléments financiers sont particulièrement importants, ils ne sont pas les seuls à l'être. La question de l'accès aux soins, partie intégrante de la qualité, illustre assez bien les difficultés auxquelles nous devons faire face, mais également et paradoxalement, les progrès réalisés et les opportunités à ne pas manquer. Je ne reviendrai pas sur les effets désastreux du numerus clausus et des centaines de milliers de patients en ALD sans médecin traitant. Tout le monde ici connaît les chiffres, on ne refait pas le passé. Une donnée est peut-être plus importante encore, la grande différence entre le nombre de médecins diplômés en médecine générale et les professionnels exerçant réellement cette discipline. Environ 100 000 pour les premiers, moins de 60 000 pour les seconds. Plusieurs facteurs concourent à expliquer cet écart aux lourdes conséquences sur l'offre de soins. Si certains relèvent de l'attractivité, notamment financière, de la médecine générale comparativement à d'autres spécialités ou modes d'exercice, d'autres facteurs, moins connus du grand public et pourtant si importants, nous concernent directement en tant qu'enseignants. Comment pouvait-on imaginer que les étudiants fassent le choix de la médecine générale lorsque la possibilité de découvrir cette spécialité au cours du deuxième cycle n'était même pas offerte? Comment espérer que nos jeunes confrères s'installent lorsque l'exposition à leur futur métier se limitait généralement à 6 mois pour les résidents ou pour les internes dans les années 2000? Il était alors particulièrement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, d'y forger une identité professionnelle. La conséquence de cette carence académique est aujourd'hui un creux générationnel majeur, avec un très faible nombre de nouveaux installés en médecine générale au cours des 2 dernières décennies. Mais la dynamique universitaire rappelée tout à l'heure laisse apercevoir un peu de lumière au bout du tunnel. Alors que près de 20% des postes de médecine générale restaient vacants au concours de l'ECN dans les années 2010, plus de 99% d'entre eux sont désormais pourvus chaque année. Notre profession commence à recueillir les fruits de l'introduction de la médecine générale à l'université, lui donnant une meilleure visibilité et permettant aux étudiants d'en saisir l'intérêt et l'attractivité professionnelle. Et il convient à ce stade de remercier l'acteur majeur de ce changement, celui qui a fondamentalement permis cette évolution, le maître de stage universitaire. C'est elle ou c'est lui qui fait découvrir le métier, qui donne l'envie de l'exercer, qui accompagne durant tout un semestre et parfois même plus nos futurs confrères. Plus de 20% du corps professionnel est aujourd'hui engagé concrètement au quotidien dans la formation des futurs pairs. Le maillage territorial des 12 790 maîtres de stage universitaires constitue un atout inestimable pour l'accès aux soins. Et ce n'est pas tout. Les maîtres de stage universitaires semblent également avoir des pratiques particulièrement vertueuses eu égard à plusieurs indicateurs de qualité des soins. Un travail publié en 2018 par le docteur Louise de Villers a par exemple montré que le fait d'être maître de stage universitaire était significativement associé à un taux moyen de prescription d'antibiotiques inférieur au non-maître de stage. Il s'agissait même de la variable qui expliquait dans le modèle sélectionné la plus grande différence du taux de prescription. Dans ce contexte, nous attendons avec impatience et vigilance les nouveaux textes qui doivent régir la formation des futurs MSU. Mais nous pouvons d'ores et déjà saluer l'effort qui a été consenti par l'assurance maladie et qui a permis une augmentation significative de l'enveloppe sanctuarisée pour la formation des MSU pendant les 5 prochaines années. Enfin, et ce sera mon dernier point, la dynamique universitaire doit également permettre d'améliorer la qualité des soins en actionnant un autre levier, la recherche. Malgré le peu de moyens qui lui sont attribués, cette recherche produit déjà des résultats de grande qualité. Le docteur Jérémy Coigny, du département universitaire de médecine générale de Marseille, a par exemple publié avec son équipe un excellent papier dans une revue du Lancet sur l'incidence des violences sexuelles chez les demandeuses d'asile. Ce travail qui sera présenté lors du congrès, vous pourrez le réapplaudir, nous rappelle également tout l'enjeu de l'accès aux soins pour les plus précaires, notamment les migrants, et résonne avec l'actualité en nous rappelant l'absolue nécessité de préserver des dispositifs vertueux tels que l'aide médicale d'État.
Nous saluons à cet égard la décision récente d'hier de l'Assemblée nationale et restons vigilants quant à d'éventuelles évolutions. Mais si la recherche en soins primaires a indéniablement considérablement progressé en France ces dernières années, avec par exemple le déploiement d'appels à projets comme Respire ou Messidor, elle pourrait franchir un nouveau cap dans les années à venir. Pour cela, 2 conditions sont à réunir, des fonds structurels et des données collectées en routine. Alors que l'Ondam hospitalier finance chaque année plus d'1 milliard d'euros pour valoriser la recherche et les publications hospitalières, l'Ondam ambulatoire n'a pour l'heure pas organisé de financement structurel pour la recherche. Il est temps de faire évoluer cet héritage historique malheureux et de donner les mêmes chances à tous les acteurs en matière de recherche. Au-delà des moyens financiers, et pour faire de la recherche, il faut également des données. Et nous avons de ce point de vue-là une immense opportunité offerte par le projet P4DP qui a été annoncé l'an dernier et dont les avancées et les premières applications concrètes vont vous être présentées tout à l'heure. Pour finir, et vraiment cette fois, c'est le dernier point du dernier chapitre, je voudrais vous parler de l'effet Hawthorne. Il s'agit d'un biais de participation bien connu des chercheurs et des méthodologistes. Le seul fait de participer à une étude améliore les résultats, indépendamment des facteurs concrets de l'expérimentation. Cet effet a par exemple singulièrement compliqué la tâche des chercheurs ici présents de l'étude ESCAPE, qui visait à évaluer l'impact d'une formation spécifique en médecine générale sur la qualité de prise en charge des patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire. L'effet de l'intervention a été particulièrement difficile à démontrer, tant le groupe témoin a aussi progressé, se sachant observé. Mais ce qui constitue une plaie, un cauchemar pour les chercheurs et les méthodologistes, est en réalité une chance, un rêve éveillé pour l'amélioration de la qualité des pratiques. Je pourrais vous parler pendant encore des heures avec passion de la recherche en soins primaires et de son intérêt pour la qualité, mais je préfère vous inviter, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à la découvrir par vous-même, à l'expérimenter, à ouvrir la boîte à outils ou la boîte de bonbons, c'est selon. Et pour cela, je vais donner la parole au professeur David Darmon, qui va vous présenter le plus délicieux des caramels ou des chocolats, celui que vous préférez. Vous savez, celui pour lequel il a fallu attendre très, très longtemps avant de pouvoir enfin y goûter. Et pour la recherche en soins primaires, ce bonbon tant convoité s'appelle l'entrepôt de données P4DP. Je vous remercie beaucoup.